Ses mains tremblaient devant la porte en verre où un nom doré scintillait sous la lumière du penthouse. Manon Lefebvre, fille d'une femme de ménage malade, épuisée de lutter contre l'impossible, était sur le point de dire oui à quelque chose qui pouvait la détruire de l'intérieur. Gabriel Laurent, un milliardaire qu'elle n'avait jamais rencontré, lui avait offert une nuit en échange de tout. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme humble avait plus de force que n'importe quelle fortune ne pourrait en acheter. L'air était immobile dans le couloir silencieux du dernier étage. Manon tenait l'enveloppe avec force, comme si c'était la seule chose solide au monde. Dehors, la ville palpitait de vie, indifférente à ce qu'elle était sur le point de faire. Elle regarda la porte en bois sombre. Il y avait quelque chose de presque cruel dans son éclat impeccable, comme si elle disait « Tu n'as rien à faire ici ». Elle faillit faire demi-tour. Faillit, mais ensuite, elle pensa à la respiration de sa mère, au tube, aux yeux qui ne brillaient plus. Elle leva la main, hésita une seule seconde et appuya sur la sonnette. Il n'y eut aucun son, juste le léger clic du mécanisme et le bruit de son propre cœur qui s'emballait. La poignée tourna lentement de l'autre côté. La porte s'ouvrit, et Manon fit le premier pas vers ce qui allait changer sa vie pour toujours. Manon savait exactement combien de pièces se trouvaient dans la poche de son jean. Elle le savait parce qu'elle les avait comptées 3 fois avant de partir travailler. Elle savait aussi que si elle laissait la porte d'entrée claquer trop fort, la serrure se coinçait. Alors, elle la fermait doucement, même quand elle était épuisée. À 5 heures du matin, elle était déjà à la blanchisserie industrielle, triant des tas de draps tachés. Vapeur, savon, chaleur suffocante. Là, les machines étaient plus prévisibles que la vie. Personne ne lui demandait si elle dormait assez ou si elle allait bien. Après son service, elle se précipitait à l'hôpital. 2 changements de bus. Martha, sa mère, était dans un lit d'hôpital public, avec trop de tubes et soignée par des infirmiers trop fatigués. La maladie, une forme de dégénérescence neuromusculaire, ne lui permettait plus de se tenir debout seule. Mais ses yeux, les yeux de sa mère cherchaient encore Manon comme pour dire « Tu es ma force ». En rentrant, Manon cuisinait du riz et un œuf, regardait les factures en retard et repassait les vêtements des voisins quand elle le pouvait. Elle dormait sur le canapé du salon pour mieux entendre sa mère la nuit. C'est une de ces nuits-là que le médecin l'a appelée. Il lui a dit qu'il y avait une chance, un traitement expérimental, disponible uniquement dans des cliniques privées. Le coût était surréaliste, plus de 400 000 €. Manon a ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était une somme qu'elle ne pourrait pas rassembler en 10 vies. Elle a tout essayé. Elle a lancé une cagnotte en ligne, vendu la télévision et demandé une avance au travail. Elle est allée voir des banques, des églises et des politiciens. Elle a reçu des regards de pitié et des réponses vides. Une assistante sociale lui a dit que peut-être, avec une longue et épuisante bataille juridique, il y aurait une chance. Mais le temps n'était pas un luxe qu'elles avaient. La nuit suivante, sans plus d'espoir, elle a trouvé une enveloppe blanche glissée sous sa porte. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une date, une adresse et une carte avec un nom en relief. Gabriel Laurent. À l'intérieur, une seule phrase tapée à la machine, « Une nuit ». Le traitement sera entièrement financé, sans question. Manon s'est assise sur le sol de la cuisine, le papier entre ses doigts, le cœur déchiré entre l'angoisse et l'amour. Et c'est là, avec le léger sifflement de l'oxygène de sa mère venant de l'autre pièce, que tout a commencé à s'effondrer. Depuis qu'elle était petite, Manon avait un rêve qu'elle n'avait jamais raconté à personne. Voir sa mère assise sur un banc de parc, mangeant un épi de maïs grillé, les mains libres, regardant le monde passer sans hâte ni douleur. Il ne s'agissait pas de richesse, il s'agissait d'une pause, il s'agissait de paix. Martha Lefebvre a passé sa vie à frotter les escaliers d'immeubles où elle n'avait même pas le droit d'utiliser l'ascenseur. Elle ne s'est jamais plainte. Elle a élevé sa fille seule, lavant le linge des autres et nettoyant des appartements. Même avec les mains pleines de coupures et de callosité, elle préparait de la soupe et chantait encore, faux, les vieilles chansons à la radio.
Manon voulait lui rendre cela, une vie de dignité, un lit propre, de la nourriture décente, des soins. Mais quand le diagnostic est tombé, le monde s'est figé. La maladie avançait comme un voleur, volant chaque jour un peu plus à la femme qu'il avait élevée avec tant d'amour. Le traitement était comme un billet de retour vers ce qu'elles avaient perdu, et il coûtait plus que ce que n'importe quel effort semblait capable d'atteindre. Manon a essayé. Elle est entrée dans une banque vêtue de sa seule paire de chaussures sans trous, les cheveux attachés avec peine et l'espoir dans la voix. « Quel est votre revenu, mademoiselle Lefebvre ?» a demandé le directeur, sans quitter des yeux son ordinateur. Elle a menti. Elle a dit 3000. C'était 2200, en additionnant tous ses petits boulots. Il a soupiré. Nous ne pouvons pas approuver un tel montant, pas avec ce profil. Ce profil. Elle a quitté la banque sans larmes, sa fierté trop sèche pour pleurer. Dans la rue, le monde semblait continuer comme si rien ne s'était passé. Le soleil tapait sans pitié sur le trottoir, et elle ne savait plus où aller. Sur le chemin du retour, elle est passée devant un bureau de loterie. Elle a envisagé de risquer le peu qu'elle avait en poche. Puis, elle s'est souvenue que cet argent paierait le bus pour l'hôpital le lendemain matin. Elle a remis les pièces à leur place. À la maison, Martha dormait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Manon s'est assise près du lit et a tenu la main de sa mère. « Pardonne-moi si je n'y arrive pas, d'accord ?» a-t-elle murmuré. Son téléphone a vibré. Message inconnu. « L'offre tient toujours. Demain, 21h. Pantous, Laurent. » Manon a éteint l'écran. Elle est allée à l'évier, s'est lavé le visage, s'est regardée dans le miroir. C'est juste une nuit, a-t-elle pensé, mais une nuit peut être tout quand on sait qu'on n'a pas d'autre choix. Et elle croyait encore qu'elle pouvait tout arranger. Cette nuit-là, Manon n'a pas dormi. Elle s'est allongée à côté de sa mère, comme elle le faisait depuis que les symptômes s'étaient aggravés, mais ses yeux ne se fermaient pas. Chaque ombre sur le mur semblait être une question sans réponse. Chaque bruit du bâtiment, un rappel d'un monde qui n'attend personne. À 4 heures du matin, elle s'est levée. Elle s'est assise au bord du lit et a observé le corps de sa mère. Trop mince, trop fragile, respirant comme si elle s'en allait déjà doucement. Et l'hôpital, le médecin a été direct. Si le protocole n'est pas commencé d'ici lundi, le risque de retour à la normale diminue drastiquement. Lundi. 3 jours. Manon a quitté la chambre sans savoir comment elle tenait encore debout. Le couloir semblait plus long, plus froid. Le son des machines, plus fort. Les mots du médecin résonnaient comme un marteau dans sa tête. À l'arrêt de bus, la pluie a commencé sans avertissement. Elle n'avait pas de parapluie ni le courage de courir. Elle est juste restée là, trempée, tremblant à l'intérieur et à l'extérieur. Autour d'elle, les gens cherchaient un abri. Elle existait tout simplement. Invisible. À la maison, elle a ouvert l'email qu'elle avait ignoré pendant 2 jours. Le contrat était là, objectif, froid, une seule page, pas de clauses abusives, comme si cela faisait une différence. Une nuit, présence volontaire, paiement intégral pour le traitement de Martha Lefebvre, aucune mention de ce qui serait attendu, aucune garantie au-delà du silence. Manon ne savait pas si c'était du soulagement ou une autre forme de violence déguisée. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a imprimé le papier et l'a laissé sur la table de la cuisine. Puis, elle est allée faire la lessive. Elle avait besoin d'occuper ses mains. Son cœur était une autre affaire. Dans l'après-midi, Martha a eu une petite crise respiratoire. Elle a été stabilisée rapidement. Manon a fait semblant d'être calme. Le soir, elle avait faim, mais elle n'a pas mangé. Elle s'est préparé une tasse de thé, elle a bu en silence. Son téléphone a vibré de nouveau. Numéro inconnu. Mon chauffeur sera disponible à 20h30. L'immeuble a une entrée privée. Elle a tapé. Et si je renonce? Réponse immédiate. Tu es libre, mais ta mère a besoin de toi. Elle a laissé le téléphone sur la table, a regardé les murs humides de la cuisine et a senti une rage chaude monter dans sa poitrine. Pas contre lui, contre le monde, contre le destin, contre l'épuisement. À 19h, elle a enfilé la robe bleu marine qu'elle mettait pour les entretiens, celle qui ne lui avait jamais porté chance. Elle s'est fait un chignon simple, a mis un peu de rouge à lèvres clair. Elle s'est regardée dans le miroir des toilettes de la blanchisserie où elle travaillait.
Tu es toujours toi, a-t-elle murmuré. Avant de partir, elle est allée voir sa mère. Elle lui a embrassé le front. Ce n'est pas la fin, d'accord? Je te le promets. Quand la voiture est arrivée, Manon est montée sans un mot. Le chauffeur n'a rien dit. C'était comme si tout le monde dans cet univers comprenait ce que cela signifiait. Arrivée au penthouse, elle a senti la terre trembler sous ses pieds, pas à cause de l'immeuble, mais parce que c'était réel. L'ascenseur est monté en silence. Le monde en bas s'est réduit à une carte scintillante, et sa vie telle qu'elle la connaissait s'est effeuillée étage par étage. Quand la porte s'est ouverte, le couloir était éclairé par des lumières chaudes. La porte en bois sombre était là, devant elle. Elle a levé la main. Et avant qu'elle ne puisse la toucher, la porte s'est ouverte. Gabriel Laurent était là, grand, chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. Pas de cravate, pas d'expression. Manon l'a regardé dans les yeux. Elle n'y a trouvé ni désir, ni compassion, juste quelque chose d'indéchiffrable. « Tu es venu », a-t-il dit, comme si ce n'était pas une surprise. Elle a hoché la tête, sans un seul mot. Elle est entrée. L'atmosphère était silencieuse, presque hors du temps. Le monde extérieur était un souvenir lointain. À l'intérieur, tout sentait le cher et le propre. Manon s'est arrêtée au milieu de la pièce, incertaine de quoi faire de ses mains. Il a désigné la table dressée. « Nous pouvons d'abord dîner », a-t-il dit. Elle a pris une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a réalisé qu'elle était au bout du rouleau. Avez-vous déjà dû faire quelque chose qui semblait si mal, mais qui était la seule issue? Quelque chose que personne ne comprendrait, mais que vous avez fait par amour? Si c'est le cas, laissez un « je comprends » dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre est passé par là peut un peu alléger la douleur. Le dîner a été servi avec une perfection presque chirurgicale. De hautes bougies, des assiettes coûteuses, des verres en cristal. Manon s'est assise à table, les mains jointes sur ses genoux, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. Ce n'était pas la faim, c'était tout sauf ça. Gabriel a versé le vin avec des mouvements précis, presque mécaniques. « Je sais que c'est étrange, a-t-il dit, sans lever les yeux, mais je voulais que nous commencions sans précipitation. » Elle a hoché la tête, sans comprendre ce qu'il voulait dire. La nourriture était chaude et parfumée, mais Manon pouvait à peine avaler. Chaque bouchée était comme un test. La conversation était minimale. Les silences, longs, il ne posait pas de questions personnelles, ne faisait pas de compliments, ne souriait pas. C'était comme s'il attendait qu'elle craque. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé, soudainement, avant de pouvoir se retenir. Gabriel a cessé de couper son steak. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. « Parce que tu n'as pas supplié, » a-t-il dit. Il l'a regardé dans les yeux. « Parce que tu m'as vu, et tu n'as toujours pas baissé la tête. » Manon a dégluti difficilement. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. « Alors, c'est de la curiosité? Un caprice ?» a-t-elle défié, presque dans un murmure. « C'est du respect, » a-t-il dit. Déformé peut-être, mais réel. Il y a eu un silence. Cette fois, il a semblé moins inconfortable. Manon s'est appuyée contre le dossier de la chaise. Ses mains étaient encore froides, mais sa poitrine se sentait moins serrée. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Il ne semblait pas être un prédateur, ni un sauveur. Il était juste un homme seul qui essayait de garder le contrôle à sa manière. Et pour la première fois cette nuit-là, Manon ne s'est pas sentie comme un objet. Elle s'est sentie comme quelqu'un qui pouvait encore choisir. Elle s'est levée lentement, s'est dirigée vers l'énorme baie vitrée et a regardé la ville en bas. La vie continuait, bruyante et inconsciente. « Je suis ici parce que je n'ai plus de choix », a-t-elle dit, sans se retourner. « Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune valeur. » Elle s'est tournée vers lui, sa posture ferme. « Si je dois être utilisée, que ce soit avec la vérité. Si je dois être vue, alors regarde, je suis là, intègre, pour l'instant. » Et là, même sans comprendre comment, elle a commencé à se reconstruire. Elle ne savait pas si ça marcherait. Mais pour la première fois, elle a voulu essayer. Manon s'est réveillée avec la lumière du matin qui filtrait par la grande baie vitrée.
Le lit était trop doux, les draps trop blancs, le silence étrange. Elle était seule. La robe qu'elle avait portée la nuit précédente était soigneusement pliée sur une chaise. À côté, une note. Le traitement a déjà été autorisé. Martha sera transférée aujourd'hui. GL. Elle s'est assise lentement. Elle s'attendait à ressentir de la honte, du dégoût, de la culpabilité. Mais il n'y avait qu'un vide. Pas de soulagement immédiat. Pas de sentiment de victoire. Juste du calme. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, la réceptionniste a tout confirmé avec un sourire surpris. L'admission a été déplacée dans l'aile privée, chambre 314. Tout est couvert, mademoiselle Lefebvre, y compris le traitement expérimental. Dans la nouvelle chambre, sa mère dormait avec moins de difficultés. L'oxygène sifflait à un rythme moins agressif. Les draps étaient propres. Il y avait des fleurs, une télévision à faible volume. Manon est restée assise pendant des heures à côté du lit, observant chaque soulèvement et abaissement de la poitrine de sa mère. Elle était toujours là, respirait encore. Il y avait encore du temps. Le lendemain, elle est retournée travailler à la blanchisserie. Elle avait besoin de s'occuper. Mais le monde semblait différent. Les collègues riaient des mêmes blagues, les machines faisaient les mêmes bruits. Mais elle sentait qu'elle n'appartenait plus à cet endroit. À la fin de son service, elle est rentrée chez elle, a pris une douche et s'est couchée tôt. Elle a essayé d'oublier. Mais le vide était assourdissant. Les souvenirs de la nuit revenaient par éclairs. La nourriture, le silence, ses mots, la façon dont il l'avait regardée, non pas comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un qui résistait. Elle a fermé les yeux avec force, s'est tournée sur le côté. Elle était vivante, sa mère était vivante, et cela, pour l'instant, était ce qui comptait. Les jours suivants sont passés comme un flou. Martha a commencé le traitement avec un nouvel espoir. Les médecins étaient optimistes. Manon s'occupait de sa mère, lui apportait des fruits, lui lisait à haute voix et lui peignait les cheveux gris avec la même douceur que sa mère utilisait avec elle quand elle était enfant. Mais la nuit, quand tout était calme, les pensées revenaient. Elle se demandait si elle était toujours la même personne, si elle avait franchi une ligne d'où l'on ne pouvait pas revenir. Gabriel ne l'avait plus contactée. Jusqu'à un mardi, son téléphone a vibré avec un court message. « Dîner, sans attente. Juste de la nourriture ?» « Gabriel ?» Manon a fixé l'écran pendant plusieurs minutes. Elle l'a éteint, elle l'a relu. Elle l'a éteint de nouveau. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait, ni ce qu'elle voulait elle-même. Sous la douche, elle a répété des réponses qu'elle n'enverrait pas. Pendant le dîner avec sa mère, elle a évité de toucher son téléphone. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas pu résister. « Demain, à 20h ?» a-t-elle écrit. Quelques minutes plus tard, il a répondu « Je t'attends au même endroit ». Le lendemain, elle a choisi une simple blouse. Rien qui attire l'attention. Pas de maquillage, pas de parfum. Elle ne voulait pas avoir l'air d'attendre quelque chose. Le restaurant était petit et accueillant. Pas de prétention. Du jazz doux en fond sonore. Un vieux serveur qui semblait connaître Gabriel depuis des années. Il s'est levé quand il l'a vu entrer. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit. « J'ai failli ne pas venir », a-t-elle répondu. « Mais tu es venu. » Manon s'est assise. « Je veux juste comprendre », a-t-elle dit. « Pourquoi maintenant ?» Gabriel n'a pas hésité. « Parce que cette nuit-là, tu m'as vraiment regardé et tu n'as pas fui. » Elle a soupiré. « Et maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ?»« Rien, » a-t-il dit. « Je voulais juste te revoir, tel que tu es, sans contrat. » Manon n'a pas répondu, mais elle est restée. Et dans le silence qui a suivi, pour la première fois, elle ne s'est pas sentie sous pression, ni observée, juste présente. La troisième fois qu'ils ont dîné ensemble, Gabriel n'a pas réservé dans le même restaurant. Manon s'en est rendu compte dans la voiture. Le chauffeur a emprunté des rues moins fréquentées jusqu'à se garer devant une maison discrète, loin du centre-ville. « Il vous attend à l'intérieur », a dit le chauffeur avant de lui ouvrir la portière. Manon a hésité un instant, mais est descendue. La maison était différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Le bois était ancien, bien entretenu, les murs sentaient les livres et le café. Dans le jardin, un vieux pommier faisait de l'ombre à un hamac. Gabriel l'a accueilli d'un signe de tête. «
Une simple chemise, manches retroussées comme la première fois. Aucune formalité, aucun masque. « C'est ici que vous vivez » a-t-elle demandé. « Quand je veux me rappeler que je suis encore humain » a-t-il répondu. Manon est entrée. Le dîner était déjà sur la table. Soupe, pain fait maison et thé. Comme s'ils étaient deux inconnus qui essayaient de passer pour des gens ordinaires. Pendant le repas, ils ont à peine parlé. Mais quand le dessert a été servi, un simple gâteau au pain avec de la confiture de coin, Manon a posé ses couverts, a pris une profonde inspiration et a brisé le silence. « Je ne suis pas venu ici pour vous remercier. » Il a hoché la tête. « Ni pour faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Je n'attends pas ça non plus, » a-t-il dit, avec sincérité. Elle l'a regardé, son regard inébranlable. « J'ai vendu une partie de moi-même, Gabriel, et je ne le regrette pas. Mais je ne serai pas non plus le souvenir que vous visitez quand vous voulez vous sentir moins seul. » Il a essayé de parler, mais elle l'a coupé. « Vous m'avez fait un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser, du temps avec ma mère. Mais cela ne fait pas de moi la vôtre. » Et puis Manon a sorti quelque chose de son sac, plié, silencieux, le contrat. Il est là, signé, payé, rempli, fermé. Elle l'a posé sur la table doucement, comme on ferme un chapitre qui fait encore mal sur les bords. Gabriel a baissé les yeux. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. « Vous n'êtes comme personne que je connaisse, » a-t-il finalement dit. « Je suis comme beaucoup de gens, » a-t-elle répondu. « La différence, c'est que vous ne nous aviez jamais regardés avant. » Elle s'est levée, a pris son sac, s'est arrêtée à la porte. « J'espère qu'un jour vous trouverez quelqu'un qui dira oui, parce qu'il le veut, pas parce qu'il le doit. » Et puis elle est partie. Le vent de la nuit a frappé son visage comme une renaissance. L'air était froid, mais pour la première fois, elle n'a pas eu peur. Elle n'était pas une victime, ni une survivante brisée. Elle était juste une femme qui avait dû faire des choix qu'elle n'avait jamais voulu pour protéger quelqu'un qu'elle aimait plus qu'elle-même. Et même si personne d'autre ne le savait, elle le savait. Elle savait le silence qu'elle avait porté, la peur qu'elle avait affrontée, le courage qu'elle avait inventé dans le noir. Aujourd'hui, elle ne mesure pas sa valeur à ce qu'elle a dans sa poche, mais à ce qu'elle ressent encore dans sa poitrine. Et, petit à petit, elle a commencé à croire que, peut-être, il y avait encore quelque chose de beau qui l'attendait après tout ça. Maintenant, dis-moi, peut-être n'as-tu jamais fait face à un choix aussi difficile que celui de Manon. Mais as-tu déjà dû ravaler tes larmes pour protéger quelqu'un? As-tu déjà senti que personne ne saurait jamais à quel point tu t'es sacrifié en silence? Si c'est le cas, cette histoire est aussi la tienne. Et peut-être que quelqu'un a besoin de lire la tienne en ce moment même. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si à un moment donné, tu t'es senti représenté par le courage silencieux de Manon, laisse un like. C'est la façon la plus simple de montrer que des histoires comme celle-ci comptent encore. Et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. Je lis chaque message avec attention et je m'assure de répondre à ceux qui prennent le temps de partager. Si tu crois au pouvoir des histoires vraies et humaines, abonne-toi à la chaîne. Chaque nouvel abonné est ce qui me donne la force de continuer à raconter ce que le monde a l'habitude d'ignorer. Et ne pars pas encore. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que tu la regardes ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.